c'est ça, parce qu'en fait, il y a deux éléments qui sont énormes dans la réussite de la production. Il y a d'abord la flotte, quoi. Il y a l'eau, il faut de l'eau pour produire n'importe quelle plante. Et puis, il faut aussi une certaine chaleur à un certain moment, parce que quand il fait trop froid, ça ne produit pas. Et j'ai l'impression que les gens, ils s'étaient habitués à ce que tout soit évident, par exemple, qu'on ait des climats normaux, que tout réussisse bien, qu'il y ait une abondance de biens agricoles énormes et que ça soit évident, qu'il n'y ait aucun problème. Alors il y avait des problèmes, ces dernières années, il y avait des problèmes un peu autour de nous. Par exemple, les Russes avaient eu 2 ou 3 années des très mauvaises récoltes, ce qui les avait fait acheter par exemple des produits agricoles à l'extérieur. Alors on avait dit, les Russes, c'est le système soviétique qui n'est pas capable de produire la nourriture qui est nécessaire à ses citoyens. Alors on va parler peut-être un peu vite, parce qu'en définitive, ils avaient des problèmes climatiques, quoi. Plus loin de nous, il y a aussi quelques années, et ça continue encore, il y avait les grandes sécheresses qui sévissent dans le Sahel, là où c'est déjà beaucoup plus catastrophique, parce que les gens meurent de faim. Donc nous, on était habitués, les gens avaient un peu perdu l'idée qu'il pouvait y avoir ce type de problème, et cette année, on y est plein. Et alors... ça s'est concrétisé notamment par une chose toute bête, il n'y a pas eu de patates cette année. Les gens cherchaient les pommes de terre alors qu'à l'époque, il y a seulement un an, les pommes de terre on les vendait 50 francs anciens le kilo, personne n'en voulait, les pommes de terre on n'en avait pas besoin, on ne savait pas quoi en foutre. Et cette année, il n'y a plus de pommes de terre, c'était une catastrophe et à 500 francs le kilo, tout le monde courait les manger, et les cherchait, comme si on était... Donc ce qui prouve bien qu'il y a ce type de problème. Et on nous avait habitués, les paysans comme les gens, comme les consommateurs, à ce qu'on nous laissait entendre et on arrivait à croire qu'on dominerait tout. Et qu'en intensifiant, par exemple, en mettant de l'engrais, on aurait des récoltes très abondantes, on aurait l'abondance en permanence. Cette année, par exemple, chez nous, on a flanqué de l'engrais comme d'habitude, c'est-à-dire pas mal. On a récolté à peu près, même pas le quart de l'herbe qu'on a l'habitude de récolter. On ne sait pas exactement si ça continue, si les vaches pourront être maintenues toute l'année, etc. Alors, je crois que ça, c'est un problème sur lequel il faudrait que les gens, et puis les paysans aussi, mais ils réfléchissent parce que toutes ces techniques qui sont à base d'intensification, c'est peut-être pas mal, mais dès que on s'aperçoit que la forme d'agriculture actuelle, c'est-à-dire la forme très technisée, très intensifiée, dès qu'on tombe sur un incident climatique, comme c'est le cas de cette année, on n'a pas moyen d'y répondre. Ça veut dire aussi que... Le fait d'une plus en plus haute technicité fait on dépend relativement plus du climat ou pas? Oui. On ne dépend pas relativement plus du climat, mais du fait qu'on a une plus haute technicité, du fait qu'on met par exemple beaucoup plus d'engrais, tous ces éléments ne peuvent être valorisés et fonctionner que s'il y a la condition nécessaire. La condition nécessaire, c'est la flotte. Et c'est pas seulement la flotte même, mais c'est une certaine température à un certain moment. Par exemple, quand tu dis c'est la flotte du ciel, ou c'est supposé qu'il y ait... Par un miracle de l'État, il y a des systèmes d'irrigation partout. C'est évident. Alors effectivement, il y a des gens qui ont envisagé dire on pourrait irriguer systématiquement, c'est-à-dire faire arroser quand il faut. Mais alors il y a 2 problèmes. Il y a des gens qui ont parlé de ça. Il y a d'autres gens qui ont dit mais il faudrait faire pleuvoir. Alors là aussi, c'est très gentil, mais d'abord pour irriguer, il faut qu'il y ait de l'eau. Donc, si jamais il y a une sécheresse qui se prolonge, comme c'est le cas cette année, tout le monde dit, par exemple, que les fleuves, tous les cours d'eau ont des niveaux d'eau très bas. Et en même temps, les réserves d'eau s'épuisent et on a ce type de problème. Quant à faire pleuvoir par des moyens artificiels, c'est peut-être possible, je ne connais pas les techniques qu'il faudrait, je ne sais pas si c'est possible, mais de toute façon, ça met en œuvre des moyens extrêmement coûteux et à ce moment-là, on se demande, même si on pouvait le faire à titre expérimental, ça ne peut pas être multiplié à l'infini. Alors je crois que ce qu'il y a à voir là-dedans, c'est que
les paysans, dans leur technique, devraient peut-être y repenser. Et aussi, il faudrait qu'on ne gaspille pas le sol. C'est-à-dire qu'avec l'intensification, avec les techniques très évoluées, on n'était pas. Les paysans, comme les consommateurs, comme tout le monde, étaient arrivés à penser qu'il fallait sélectionner un minimum de terre, l'intensifier au maximum, et qu'avec ça, ça suffirait pour nourrir les gens. Eh bien, je crois que c'est des idées qui sont assez fausses, en définitive. Non seulement parce qu'on n'a pas que nous à nourrir et qu'on a peut-être, il y a l'ensemble du monde, mais enfin, même pour nous, c'est des idées qui sont probablement assez fausses. Deuxièmement, il y a un autre truc, c'est que tout ça, le fait que ça ne soit pas évident que la nourriture des gens soit assurée, contrairement à ce que les gens pensaient, il y a peut-être des choix à faire pour dire, si on considère que c'est un besoin essentiel, eh bien, il faut peut-être faire ce qu'il faut pour qu'il y ait des réserves, pour qu'on prenne certaines précautions, et que tout ça, ça suppose un choix de la part des gens, savoir s'ils veulent couvrir ces besoins essentiels, ou si au contraire, ils veulent, et ça a fatalement un coût, ou s'ils veulent le sacrifier, par exemple, à ce qu'on appelle toutes les histoires de la société de consommation, ou même le sacrifier à d'autres choses qui sont moins évidentes pour les gens, mais qui sont peut-être pour les dirigeants plus évidentes. Par exemple, quand on voit que la subsistance des gens du monde n'est pas assurée, quand on voit que toutes les dépenses qu'on fait pour l'armement, un truc comme ça paraît un peu con, quand on voit des trucs comme ça. Je crois que le fait que ces besoins essentiels ne soient pas couverts, qu'il y a des problèmes climatiques notamment qui les remettent en cause, ça devrait faire réfléchir les gars, et qu'il y aurait des choix. Il y a un choix, c'est pas pour employer des grands mots, mais enfin, il y a peut-être un choix de société qui s'impose là-dessus, et il faudrait qu'il y ait une conscience qui se développe là-dessus, quoi, je crois. Et je pense que cette année, on est en train de le voir, ça. Toi, il y a dans ton travail, dans ta production, quel besoin essentiel tu sens que tu satisfais, même mal, mais peut-être, et puis quels sont ceux que tu satisfais pas du tout? Est-ce qu'il y en a que tu satisfais pas du tout? Parce que il y a des besoins essentiels en toi, tu as l'impression que la manière dont tu es obligé de produire, de vivre, ne te satisfait pas du tout. Qu'est-ce que tu sacrifies, toi? Dans le boulot, dans ta journée. Ouais. Tu as fait le total de tes journées à la fin de l'année, puis tu te dis si tu as sacrifié quoi, par exemple? C'est difficile à dire. Tu as un sentiment de sacrifice dans ta journée? Je n'ai pas un sentiment de sacrifice, en ce sens que je ne considère pas que je fais la charité publique en me sacrifiant pour les gens et pour les nourrir, c'est pas ça. Tu as un sentiment d'esclavage un peu. Oui, c'est ça. Il y a un peu ça. Je crois que c'est assez partagé par pas mal de paysans, c'est que on a l'impression que les gens, en général, ils voient quand même pas toute la peine et puis tout le souci et puis toutes les contraintes qu'il y a à produire de la bouffe. Alors que la bouffe, c'est quand même quelque chose qui est quand même nécessaire. Les gens ont été trop habitués à l'abondance, ils ne voient pas que cette abondance, en définitive, ça passe par tout un tas de trucs. Si tu devais résumer si on peut dire, si on demandait par exemple à un OS chez Renault de résumer ces 8 heures d'usine, les 3/4, ils feraient un certain type de geste, si tu veux. Exactement, oui. Est-ce que tu pourrais imager par rapport à un imaginaire, toi, par exemple, si on te demandait de résumer en geste, là, devant nous, simplement, justement, ta main plutôt et tout ça, qu'est-ce qu'ils font les multi... Est-ce qu'ils font uniquement ça ou est-ce qu'ils en font d'autres? Oui, je crois que en définitive, c'est là où il y a la grande différence entre... Si je te demandais de me montrer avec ta main quel type de geste tu fais plutôt entre, je sais pas, tu as le sol, tu as le tracteur, tu as les vaches, tu as quoi, ça correspond à quoi comme type de geste? Tu peux essayer de le faire avec ta main sans avoir les objets? Ben, je suis peut-être pas très doué pour ce genre de truc, mais enfin, si on commence par exemple la journée, on va d'abord, ça va être d'abord de traire. On va traire les vaches, donc par conséquent, les vaches se présentent comme ça. On va prendre ça on va les laver la pousse, on va flanquer les manchons et on va commencer comme ça. Bon, alors ça, c'est en somme le premier truc. Puis alors après, il y a toujours
dans la journée d'un paysan comme nous, d'un éleveur, il y a toujours une partie de tâche de nettoyage, il y a toujours quelques brouettes de fumier à sortir, ou bien nettoyer un couloir de porcherie, des trucs comme ça. Donc on va attraper la fourche, on va basculer ça. On va peut-être prendre même le jet pour nettoyer la salle de traite aussi, puisqu'il y aura la vaisselle laitière à faire, ça j'aurais dû le dire plus tôt. Bon, il y a ça. Ça, c'est tous les gestes qui sont liés ensemble au travail du dedans, on peut dire. Puis alors après, on va foutre le camp à travers. Alors là, suivant, on va mener le tracteur, donc on va monter sur ce tracteur, là c'est des gestes qui sont comparables au chauffeur de camion. Hein, mais qui se répètent plus parce que quand on laboure, en bout de raie, il faut changer de vitesse, il faut reculer, il faut repartir en avant. Il y a les manettes de relevage pour relever les outils, lever les charrues. Bon, ça va être comme ça. Quand on va labourer, et puis quand chez nous, on a du terrain assez dégueulasse, quoi. Il y a pas mal de rochers, on casse beaucoup de trucs. Alors, ça se trouve, on va arrêter ce boulot en somme, grosso modo, de chauffeur de poids lourd, quoi. Et on va empoigner les clés parce qu'on aura une charrue qui a un soc qui a sauté, ou bien un truc. Bon, on va déboulonner tout ce truc. La charrue a cassé, on va retourner. Ça arrive, c'est pas, je l'invente pas, ça arrive presque quotidiennement quand on fait des travaux extérieurs. On retournera à la baraque, on va rentrer la clé là parce que ici labourer c'est bien, mais il faut autant savoir souder que de savoir labourer parce que les charrues cassent souvent et si on n'était pas foutu d'empoigner un poste de soudure pour réparer son soc, on ne ferait pas de boulot. C'est guère possible d'aller courir chez l'artisan, donc on va se mettre à souder. Au besoin, on va forger pour voilà en gros comment ça va se passer. Bon si il y aura des trucs à charger, par exemple. En même temps, on va soit des sacs d'engrais, soit des sacs d'aliments. Quelquefois, on va charger du fumier aussi sur des remorques. Le docker, là. C'est le docker, hein. Alors ça, c'est toute la partie. Et puis alors, la journée se passera comme ça. Il y aura des manutentions diverses. Bon. Puis alors, c'est pas impossible qu'on ait des trucs à régler aussi à la baraque. Un moteur qui déconne, il faudra faire un peu d'électricien. Ça, c'est comme ça que, en gros, ça se passe. Puis alors, ça, c'est en somme presque des trucs qui se répètent dans les journées. Mais dans l'année, il y aura une succession aussi comme ça. Par exemple, quand on sèmera, on va avoir le souci du semoir. Il faudra régler le semoir de manière à ce qu'il mette suffisamment de graines, mais pas trop. Par exemple, quand on sème le maïs, comme ce champ, tu vois, là, ça paraît pas, mais ce champ, je peux te dire combien il y a de grains dans ce champ. Il y a 250 000 grains de maïs qui étaient semés. Il y a 2,5 hectares, on en a semé 50 000 pieds à l'hectare. On en a mis 250 000 parce qu'on achète les doses comme ça. Mais pour mettre 250 000 grains dans 2,5 hectares, il a fallu pas mal bricoler ce semoir. Il a fallu aussi comprendre ce que le gars qui a fabriqué le semoir t'expliquait sur sa notice, tu vois. Parce que c'est tout un tas d'engrenages, de trucs comme ça. Alors, ça change le... on est obligé de faire... C'est pas du haut intellectualisme, mais enfin, il faut quand même comprendre ce que le type t'a expliqué, de comprendre sur sa notice. En fait, si tu ne le comprends pas, ton semis sera à la con. Et ça, c'est très grave si, par exemple, le semis de maïs soit à la con. Alors, ça va faire appel à notre truc. Après... Mais avant de semer aussi, enfin on aura semé, il y aura eu l'engrais qui aura été mis, là aussi on va avoir le souci de ça, régler les pendeurs, régler le machin. Après, au cours de l'année, le semis sera fait, on va avoir poussé, il faudra peut-être traiter, il y a tout un tas de trucs comme ça jusqu'à la récolte, ou alors là on aura aussi les mêmes choses, les réglages des outils et des choses comme ça. Voilà, en somme, la journée sera diverse, les tâches sont pas... Il n'y a pas, si tu prenais la comparaison par exemple avec les OS, et je crois que les OS gueulent contre ça, ils ont raison. Et on parle de parcellisation du travail, qui est une démarche pénible pour les gens qui le font. Nous, on n'est pas... C'est peut-être l'intérêt de notre boulot,
c'est peut-être le plus grand intérêt, c'est qu'en définitive, on ne parcellise pas. On prend les trucs de A à Z. Quand on produit un végétal, eh bien, on le fait à la naissance. La naissance, si tu veux, l'insémination, c'est le semis. Et jusqu'à la récolte, ce végétal, on va le suivre, on en aura le souci. Mais sur la production animale, c'est la même chose. On va commencer à prendre le souci au moment où on fait inséminer une vache, où on la fait saillir par un taureau, puis là on aura toujours le souci, on aura toujours la trouille que la vache elle n'est pas remplie du premier coup, qu'il faut la faire saillir, ou bien qu'on n'aperçoive pas qu'elle est en chaleur. Donc, en définitive, notre tâche, elle n'est pas parcellisée. C'est du reste, je crois, si on y réfléchit bien, c'est peut-être pour ça qu'il y a encore des paysans qui font le métier. Parce que, intuitivement, ils refusent... ils refusent la spécialisation de l'usine. La spécialisation qui, inversement, leur assure un standing supérieur, incontestablement, à celui de paysan tel qu'on est. Mais tu t'appellerais plutôt un... Je sais pas, tu mieux te considérer comme un travailleur des champs ou comme un certain, disons, campagnard paysan d'un autre genre d'usine? C'est-à-dire que c'est très difficile de répondre à cette question. Parce qu'au niveau de l'exécution, c'est bien sûr qu'au niveau de l'exécution, pour reprendre un terme à la mode, on est vachement autogestionnaire. On fait vraiment ce que... Mais ce qui, au-dessus de cette exécution sur le terrain, en définitive, on sent trop le poids des forces économiques qui nous entourent pour dire qu'on est vraiment libre et vraiment autogestionnaire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Autrement dit, si tu veux, un des attraits du métier, c'est effectivement d'être, pour prendre un truc plus galvaudé, on se sent assez responsable du truc qu'on fait, on sent qu'on a un coefficient, personnel plus grand. C'est un peu, pour prendre une comparaison, c'est un peu, si tu veux, l'histoire, par exemple, il y a la différence qu'il y a entre les mecs de la garde 14 et puis les mecs qui étaient au maquis. Les mecs qui étaient au maquis, ils choisissaient leur coup, et c'était vachement sympa. Type la garde 14, ils crevaient pour la France à Verdun en se faisant écraser. Ils n'avaient aucune... Là, nous, on choisit nos coups, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que... Ce qui nous donne quand même le fait qu'on se sent quand même pas libre, c'est qu'on est trop dépendant, au-delà de notre exécution propre, de l'environnement économique. C'est assez difficile à expliquer, mais c'est ça. Là, on a parlé, tu as bien décrit des tas de gestes de main que tu faisais tout le long de la chaîne, un peu. Ouais. Et est-ce que il ne te semble pas qu'il y a d'autres choses que la main? Par exemple, il y a l'oreille, ce qu'on entend, et puis le regard. Ah oui. Tu n'entends pas du tout la même chose que dans une usine, et pourtant tu es à l'écoute, je crois beaucoup. Oui. Et puis ton regard, en même temps, il n'est pas rivé à ce que fait ta main, où il y revient dans ce sens. Est-ce que tu pourrais un peu... Mais dans ton usine, justement, que fait ton... Mais c'est sûr que enfin, pour parler simplement, c'est sûr que le métier de paysan, il est lié à l'observation, c'est sûr. Et une observation qui est vachement plus vaste que le gars qui fait son boulot parcellé sur une pièce. C'est-à-dire là, le gars, il a deux ou trois trucs qu'il faut qu'il voit si ça colle. Tandis que le cas de... Par exemple, le gars qui est éleveur, notamment, c'est un peu la différence entre... Enfin, il y a une différence entre certains gars, au point de vue de l'âge. Quand un gars, par exemple, est au milieu de son troupeau de vaches, ben, il y a des types qui ont un meilleur œil que d'autres pour voir comment est ce troupeau, et c'est nécessaire d'avoir cet œil. Il y a des types qui ont le pif aussi, pour sentir ce que si une vache... Un troupeau qui est meilleur qu'un autre, ça veut dire quoi? Un troupeau qui est meilleur qu'un autre, ça veut dire que, là aussi, oui, aux normes actuelles et dans le système de production dont on est, incontestablement, un troupeau qui est meilleur qu'un autre, c'est celui qui a une meilleure productivité que l'autre. C'est ça. Donc, en fait, on pourrait trouver d'autres
critère de classement. Mais là, nous, on est sous système de production et fatalement, le troupeau qui est meilleur qu'un autre, c'est le troupeau qui a une meilleure productivité. C'est-à-dire, par exemple, on pose des vaches, ben, des vaches qui font régulièrement des veaux qui sont bien foutus, des vaches qui ont plus de lait que d'autres. Voilà ce que c'est. En fait, c'est ça, un troupeau qui est meilleur qu'un autre. Seulement, comme ça se passe quand même, c'est sujet à tout un tas de facteurs. Une vache qui est plus ou moins bien, une vache... Mais ne serait-ce qu'une vache qui demande les bœufs ou qui les demande pas, ça paraît con, ça, mais il y a des vaches qui le montrent très peu d'aller au bœuf, de vouloir le taureau, tu vois. Et quand, comme là aussi la productivité nous pousse à utiliser des taureaux de race, donc à utiliser l'insémination, on n'est pas comme les gens à d'avoir un taureau au milieu du troupeau. Là, il n'y a pas de problème, tandis que là, il faut avoir l'œil pour le voir. Donc, ça peut s'apprendre aux vaches à vouloir plus le taureau ou pas, non? Ah oui, tu peux leur apprendre, si tu leur files une bonne dose de phosphore, il y a des chances qu'elles seront bien plus chaudes que si elles sont déminéralisées ou bien... Les vitamines, le phosphore, c'est des trucs comme ça, tu les excites un peu plus, il n'y a pas de doute. Même l'avoine, ça peut se faire, ça peut se voir. Mais c'est là où aussi précisément, où là c'est le pif et puis c'est peut-être l'œil oui, qui joue. Mais l'œil, pas sur un truc qui est... Si tu as pris la comparaison de l'ouvrier de chaîne ou l'ouvrier... Enfin, le gars, il sait qu'il a 3 ou 4 points à surveiller. Nous, c'est nettement plus large. Hein. C'est le... Je sais pas comment vous dites dans le... Mais c'est des... Il faut voir beaucoup plus. Beaucoup plus large. Mais tu te sens sur une chaîne quand même? Non, je ne me sens pas sur une chaîne au niveau de l'exécution, incontestablement pas. Mais je me sens sur une chaîne économique. Et c'est très emmerdant. Parce que... Voilà. Ben justement, ça parce qu'il y a des choses après, à la fin de ta journée, peut-être à la fin du mois, quand il y a un total des journées, il y a d'autres gestes que tu fais, c'est de téléphoner. Oui. Et puis ta voix qui peut-être ne parle pas toute la journée, elle dit allô le Crédit Agricole. Oui. Il y a ça, ça veut dire aussi qu'on a, qu'il faut qu'on ait un minimum de contact avec les gens et à ce moment-là, on se fait un peu chef d'entreprise, ce qui m'agace profondément parce que chef d'entreprise, mais ça m'agace, je vais te dire pourquoi ça m'agace, parce que on a gonflé les paysans avec ce truc-là en leur disant vous êtes bien mieux que les ouvriers parce que vous allez être des chefs d'entreprise. Et là, toute la phraséologie, voire toute l'idéologie de l'ordre établi et des organisations professionnelles traditionnelles, ils ont basé leur truc sur ce truc-là. Ben, ça m'agace parce qu'en fait, un chef d'entreprise, il faut qu'il ait certaines marges de manœuvre. Or, même dans les petits chefs d'entreprise en dehors de l'agriculture, c'est très rare qu'un gars continue à produire quand il ne peut pas vendre son produit au-dessus de son prix de revient. Et quand on entend prix de revient, rémunération du travail, payé. Hein. Du reste, techniquement, c'est impossible, parce que comme il emploie des ouvriers, il est quand même obligé de respecter les lois sociales, et il ne peut pas descendre en dessous. Donc, il passe ou il ne passe pas. Tandis que pour le paysan, surtout les paysans comme nous, c'était des paysans et puis c'est le cas de 90% des paysans en France, des paysans qui sont à la fois leurs patrons et leurs ouvriers, eh bien, produire cette marge de manœuvre qu'a le chef d'entreprise classique, nous, on ne l'a pas. Et au contraire, on a une dépendance beaucoup plus grande vis-à-vis, encore une fois, de ce qui nous environne. Hein. Donc c'est pour ça que ça m'agace, parce qu'on n'est pas des chefs d'entreprise. Mais il faut quand même qu'on fasse les gestes du chef d'entreprise. Ne serait-ce que pour constituer, par exemple, la trésorerie, ou bien constituer les fonds qui servent à investir. Par exemple, quand on a besoin d'un tracteur, on n'a pas les ronds la plupart du temps, même on n'a jamais l'argent. En fait, il faut aller voir le Crédit Agricole, lui dire écoutez, j'ai besoin d'un tracteur, ce tracteur, il coûte 5 briques, qu'est-ce que vous pouvez me prêter, etc. Il faut, à la limite même, ça serait pas, on va pas aller au Crédit Agricole, c'est-à-dire, on est vraiment à bout du rouleau, on a des difficultés à joindre les deux bouts, tu vois, on est obligé de jouer un certain jeu de chef d'entreprise, sinon bien portant, du moins relativement prospère. Est-ce que tu aimerais mieux que ta main, quand elle fait les comptes et elle doit avoir de la difficulté à faire les comptes après avoir semé ou des choses comme ça,
ça doit être, c'est pas le même genre de travail. Est-ce que tu aimerais mieux n'avoir que ta main n'ait plus ce travail-là, ou bien qu'elle l'ait, mais qu'il soit à peu près équivalent de semer, mais à un autre endroit, parce que ça... Oui, en fait, personnellement, je crois que là aussi c'est un côté, un côté positif de ce métier, c'est aussi de pouvoir en somme de faire un peu la gestion de ce métier. Donc c'est pas désagréable, ça fait, en définitive, c'est pas désagréable. Ce qui est désagréable, c'est d'avoir toujours une gestion déséquilibrée. C'est ça qui est emmerdant. Tu comprends? En fait, c'est pas. Au contraire, c'est intéressant de dire, voilà, cette pièce d'orge d'hiver, ça m'a coûté tant d'engrais, ça m'a coûté tant de location du terrain, ça me coûte tant de façon de labour, de moisson, etc. C'est pas du tout désagréable, c'est intéressant. Mais ce qui est emmerdant, c'est de constater que pratiquement, souvent, et avec les difficultés actuelles depuis la crise, c'est que pratiquement les recettes n'équilibrent pas les dépenses. Ou les équilibres en définitive que parce que la rémunération du travail qui est attachée à ce travail n'est pas couverte. Voilà le problème. En fait, je crois que c'est là-dessus, on voit bien ensemble les contradictions qu'il y a dans le paysan. D'une part, l'intérêt du truc, d'autre part, pratiquement... la difficulté d'équilibrer l'affaire. C'est ça qui est emmerdant, tu comprends? Hein? Comment tu crois que on parlait, là, on y revient un peu, parce que parlons un peu des États-Unis qui nourrissent le monde, qui ont une classe ouvrière qui ne lutte pas, où il y a un rapport donc entre le monde ouvrier et le paysan qui est à peu près le même, qui ont quand même une agriculture qui est capable de nourrir le monde, donc qui est d'une certaine manière un haut niveau industriel. Comment font-ils à long? Je veux dire, je crois qu'aux États-Unis, il y a enfin, quoi est-ce ce que j'en connais, enfin, comme ennemis ou comme amis ou comme leur manière de faire ou... Non, moi, là, si je prends les États-Unis, c'est un problème qui est drôle. D'abord, je crois qu'il faut voir, c'est que les États-Unis, comme en France, il y a deux sortes de cultures. C'est pas normal qu'un seul pays nourrisse tous les autres. Oui, mais il y a deux sortes de cultures. Il y a d'une part les grands produits de végétaux, c'est-à-dire le blé, le soja, les choses comme ça. Et puis, il y a les productions animales qui demandent du travail. Bon, alors... pour les productions animales, comme le lait, comme même les cochons, la viande en général, ils ont à un échelon différent, mais ils ont des plus grosses fermes. Enfin, c'est pas tellement différent de la France. Toute production. Par contre, sur les grands produits, et c'est ce que tu fais allusion, c'est-à-dire nourrir le monde avec les grands produits, là, ils ont comme premier atout, c'est d'avoir un espace formidable. Hein? Chose qu'on n'a pas. Ce qu'on ne sait pas bien souvent, c'est que les rendements à l'hectare en France en blé, il est le double du rendement américain. Les Américains, leur grande affaire, c'est d'avoir énormément d'espace. Et de travailler sur l'espace avec des machines très puissantes, des trucs comme ça. Mais c'est pas l'intensification cette chose-là. Je crois que c'est ça. Et alors ensuite, du fait qu'ils ont ce grand espace, les Américains, incontestablement, ils ont voulu nourrir le monde après avoir été les gendarmes du monde. Ils ont considéré, les Américains, qu'en définitive, après les échecs qu'ils ont eus, et le dernier étant le Vietnam, il fallait changer complètement le fusil d'épaule et il fallait précisément essayer de dominer le monde par la nourriture. Et ils y sont très bien arrivés ces dernières années. Il y a tout un tas de facteurs dans le monde qui font ça, mais ils le font très nettement. Donc, je crois que les Américains, ils se servent du blé, notamment du soja, et des grands produits agricoles comme d'une arme, incontestablement. Hein, ça, c'est très net. Oh. Et de sur ce plan-là, ils ont des possibilités qui sont surtout, à mon avis, liées à l'espace. Alors, justement, lié à l'espace, on revient au sol et à la propriété de l'espace, car on pourrait supposer que d'autres pays puissent louer aux États-Unis des parties de leur espace. Oui, ben alors là, je crois que les États-Unis, collectivement et individuellement, ne seraient pas d'accord pour ce chose-là, parce qu'ils ont bien vu précisément que la détention du sol, même au niveau international, et la possibilité de produire sur ce sol est une chose très importante.
hein, très importante. Du reste, on pourrait, enfin, il y a tout un tas de trucs qu'on peut dire. On peut en reparler justement, puisque toi, tu loues ton espace Oui. ici. Si tu n'étais pas forcé de louer, est-ce que tu aimerais avoir la propriété d'un sol, c'est-à-dire la propriété de ses propriétés, des propriétés du sol? Moi, au GAEC, on loue, on a à peu près, on exploite un peu moins de 70 hectares de surface, ce qu'on appelle surface utile, c'est-à-dire qu'on peut travailler. Et alors, ça se loue à peu près ici, à peu près 20 000 anciens francs l'hectare. Voilà. Hein. Mais dans la mesure, par exemple, où je loue ça et qu'il n'y a pas de difficulté pour l'avoir, je ne proteste pas contre le prix de 20 000 francs l'hectare. C'est un prix qui est... qui peut parfaitement se défendre. Ce qu'il y a, c'est que du fait de la propriété, je ne prends pas d'exemple personnel, je n'ai pas d'exemple personnel à donner, mais on voit par exemple des gens qui étaient fermiers d'un sol, et le propriétaire décide, parce qu'il est propriétaire, soit de reprendre ce sol, soit de le louer à un autre. Ou quelquefois de le reprendre pour le quelquefois même pour le stériliser. Autrement dit, le travailleur se trouve, par ce fait-là, licencié exactement comme si on fermait l'usine. Et dernièrement, là, enfin, il y a 2 mois, c'était au mois de mars, on a participé, enfin les copains ont participé à une action où un gars qui était industriel et qui avait une propriété qu'il avait l'habitude de louer. Et puis, donc, ça faisait pour un travailleur, pour un paysan qui travaillait, qui louait ce sol. Le gars a pris l'idée de garder ce sol pour lui, alors qu'il n'en avait pas besoin, pour y mettre des chevaux. Ça lui fait plaisir. Il a exercé son droit de propriété. Au niveau des lois, il n'y a rien à dire. Les lois actuelles lui donnent tout à fait le droit. Alors, il y a eu une action. Le type avait refoutu son terrain en prêt. L'action des paysans consistait à le labourer. C'est une action sauvage, mais qui ne règle rien. C'est des actions ponctuelles, c'est plutôt des actions qui sont faites pour sensibiliser la conscience des gens sur ce problème de la propriété individuelle du sol. Mais la propriété collective pourrait présenter à la limite les mêmes emmerdements. Parce qu'il suffirait qu'une collectivité, quelle qu'elle soit, qui agisse comme un individu, pour s'approprier le sol ou pour en définitive avoir un pouvoir exorbitant qui est lié au sol, et on aurait le même type d'emmerdement. Parce que je crois que les problèmes fonciers en général, que ce soit les sols agricoles, mais que ce soit tous les sols, et encore il faut considérer une chose, c'est qu'il y a des concurrences entre les sols maintenant. Parce que le sol urbain, ou le sol d'usine, ou le sol d'infrastructure, est en concurrence avec le sol agricole. Il faut voir tout le bordel qu'il y a quand, par exemple, on veut faire passer une autoroute, et que ça fout en l'air un certain nombre d'exploitations agricoles. Les gars, il y a des problèmes très, très, très graves là-dessus, donc il y a des concurrences qui se passent. Hein. Alors c'est pour ça que plus on voit les choses, et tous les paysans sont sensibles à ça, le problème du sol est un problème qui est grave. Et alors c'est grave aussi un autre point, c'est que les lois étant ce qu'elles sont, le système étant ce qu'il est, les gens, même à leur corps défendant, sont presque incités à devenir propriétaires. Et devenir propriétaire, c'est quelque chose d'énorme, parce que si on n'a pas les capitaux, ce qui est le cas de beaucoup de gars, eh bien, pour être propriétaire, ça veut dire aller au Crédit Agricole, emprunter, et en définitive, rembourser ses emprunts sur 30 ans. Mettons, ou quelquefois moins dans d'autres cas, mais enfin sur 30 ans dans la meilleure hypothèse. Ça veut dire que pendant 30 ans, le mec, pour devenir propriétaire, va se serrer la ceinture à bloc, se sous-payer à bloc. Alors là, il est très en dessous du SMIC, hein. Il n'y a pas de question. Il va emmerder sa femme, ou il va la faire bosser comme une brute. La fille, elle n'aura même pas le minimum pour s'habiller. Ses gosses, ça sera la même chose. Et ils seront très en dessous du standing même des gosses d'ouvriers. Et tout ça pour posséder un sol qui, quand il sera payé, c'est au moment de rentrer dans la tombe, ou presque. C'est là où on trouve une absurdité énorme au niveau de la propriété du sol, sans compter les conflits qu'il y a, parce qu'en fait, le sol, je pense que le sol devrait... C'est vraiment tout à fait à contre-courant de ce qui existe, mais je pense qu'une société évoluée devra chercher la non-propriété du sol, mais pas, je pense que la propriété collective est même encore une mesure qu'il faudrait dépasser. C'est vraiment la non-propriété du sol qu'il faut avoir. Parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir la propriété du sol. On n'a pas la propriété de l'air, hein, ou la propriété de la mer, encore que. Alors, je crois que c'est ça qui est vachement... Ce qu'on arrive à découvrir en labourant, c'est ce genre de truc,
qui peut paraître... mais ça, parce qu'on le sent vraiment. Le type actuellement qui est fermier, comme c'est mon cas, ça fait 25, 22, 23 ans que je suis fermier. Bon, ben, j'y suis fermier, il n'y a pas de problème. Mais si un jour, moi ou d'autres, arrivent à ne plus pouvoir être fermier parce que le propriétaire veut vendre ou parce qu'il veut trouver un autre gars, voilà le problème. Sans compter tout autre. Alors, sans compter que le fait que les paysans aussi, la technique et la productivité fait que les paysans cherchent toujours de plus en plus de sol. Parce que, encore au début, enfin autrefois, quand les gens avaient des fermes, des petites fermes, où ils produisaient surtout pour eux et pas beaucoup pour l'extérieur, pour le marché, ils avaient très peu de machines. En définitive, ils se contentaient de ce qu'ils avaient. Mais plus ils ont de machines, plus ils veulent de sol. Et plus ils s'agressent entre eux, et plus ils s'éliminent entre eux. Là, vraiment, la propriété foncière, la propriété individuelle, la propriété tout court, c'est vraiment la forme d'agression, enfin, c'est la source des agressions et de l'agressivité des gens. Et là, je voudrais dire quand même une chose, c'est que quand il y a certaines gens qui font la différence entre la petite et la grosse propriété, ben moi je crois que c'est une différence qui est fausse, parce que deux petits propriétaires sont aussi agressifs que de gros propriétaires, voire de gros trusts. En définitive, c'est dans la nature de la propriété de ces choses, de ces choses essentielles qui font l'agressivité et les conflits.